Alors, l'adaptation ou l'application des algorithmes d'intelligence artificielle aux problématiques médicales est aujourd'hui en plein essor et semble augurer de la transformation imminente de la médecine. Celle-ci passerait alors de l'actuel modèle biomédical centré sur la maladie à un modèle individualisé centré sur le patient, enfin le malade comme cas particulier. Donc cette transformation requiert des aménagements considérables au plan réglementaire, organisationnel, etc. Et certaines décisions ont déjà été prises en France, plus ou moins hâtivement. Et ma thèse, justement, a pour objectif de relativiser un peu l'enthousiasme qui est suscité par les usages des algorithmes en médecine aujourd'hui, en montrant que, d'une part, que c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a des algorithmes en médecine depuis les années 90. Et par la même occasion, il s'agit aussi de dédramatiser certaines problématiques qui accompagnent l'émergence des algorithmes aujourd'hui, en montrant que celles-ci se sont déjà posées par le passé. Donc aujourd'hui, je vais intervenir plutôt sur ce versant de mes travaux, et plus précisément sur la question des biais algorithmiques. Donc vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à récemment, on pensait que les algorithmes étaient neutres. Puis on a découvert que par principe, tout algorithme est biaisé et que beaucoup de décisions générées par les algorithmes soulèvent même des questions éthiques. Donc par la suite, tout un champ de réflexion s'est ouvert sur les manières de rendre les algorithmes loyaux, comme selon le mot de la CNIL dans son rapport de 2017. Je vais donc montrer que la question des biais algorithmiques ne date pas d'aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais m'intéresser à une échelle psychométrique qui est utilisée pour mesurer la sévérité de la dépression et qui est utilisée en recherche psychiatrique depuis les années 70. Donc, il s'agit de cet instrument-là qui s'appelle la Hamilton Depression Rating Scale, HDRS pour être plus concis. Alors, je vais montrer que du fait de certaines de ces caractéristiques techniques, cette échelle biaise les résultats des essais thérapeutiques sur la dépression et ce faisant limiter les possibilités thérapeutiques de cette pathologie. Donc voilà le plan de ma présentation. Dans une première partie, je vais montrer qu'HDRS a été conçu dans les années 90 afin de médicaliser la psychiatrie et qu'elle est rapidement devenue le gold standard pour l'évaluation de l'efficacité des traitements antidépresseurs. Dans un second temps, je vais montrer qu'aujourd'hui, l'hégémonie intellectuelle qui s'est constituée autour de cette échelle en recherche psychiatrique est peu à peu en train de s'étioler parce que justement, on découvre peu à peu que les mesures données par HDRS sont biaisées. Et c'est bien en fait en partie le fait de certaines caractéristiques techniques de l'instrument lui-même. Et enfin, dans une dernière partie, je montrerai que si ces biais sont connus, notamment des chercheurs, ce n'est pas pour autant que les mesures données par HDRS cessent d'être utilisées pour prendre des décisions, qu'elles soient médicales ou relatives aux politiques de santé, etc. Donc, je passe à ma première partie, qui est en gros la présentation d'HDRS. Donc, HDRS a été conçu grâce aux principes et aux méthodes de la psychométrie classique par un psychiatre, Max Hamilton, entre 1957 et 1967. La psychométrie ou psychologie quantitative, c'est une discipline qui a émergé au début du XXe siècle. Elle renvoie aux théories et aux techniques de la mesure de la subjectivité. La version finale d'HDRS qui est derrière moi comporte 21 items. C'est en fait tout un ensemble de symptômes somatiques et comportementaux du syndrome dépressif. Donc l'échelle normalement doit être utilisée accompagnée d'une checklist qui va donner justement la description des symptômes en question. Chaque symptôme est noté sur une échelle qui va soit de 0 à 2, soit de 0 à 4.
en fonction de son intensité et de sa fréquence au cours de la semaine ou des 10 jours qui ont précédé l'évaluation du patient. Donc à l'origine, comme je le disais en introduction, HDRS devait servir à médicaliser la recherche en psychiatrie et justement plus généralement la psychiatrie. Donc pour remettre un peu les choses dans leur contexte, en fait dans les années 60 quand cette échelle apparaît, la psychiatrie tente de se renouveler à l'échelon international, et ce pour 3 raisons principales. D'une part, parce qu'il s'agit d'une discipline qui est encore vraiment marginalisée au sein des disciplines médicales. Par exemple, les fonds publics destinés à la recherche vont plutôt partir pour la recherche en biologie et en épidémiologie, plutôt que pour la recherche en psychiatrie. D'autre part, la psychiatrie est aussi exposée aux critiques de l'antipsychiatrie. Ce sont des critiques qui portent essentiellement sur la fiabilité des méthodes et des résultats de la discipline. Et enfin, à la fin des années 50, apparaissent également les premiers traitements psychopharmacologiques. D'abord les neuroleptiques, puis les antidépresseurs, puis ensuite les anxiolytiques. Et l'invention en fait, de ces médicaments va achever de remettre en question les principes de la psychiatrie. Les neuroleptiques vont permettre par exemple de traiter certains schizophrènes hors des hôpitaux psychiatriques, alors que la schizophrénie était auparavant conçue et traitée comme une maladie qui est irréversible et donc traitée de manière privilégiée par un internement prolongé. Ainsi, à partir des années 60, certains psychiatres vont tenter de renouveler leur discipline et de revaloriser leur statut professionnel en empruntant les principes et les méthodes d'autres disciplines telles que la chirurgie ou la psychologie positive ou psychanalyse. Et l'invention des psychotropes est précisément ce qui permet à certains psychiatres d'envisager une psychiatrie basée sur le modèle médical, puisque justement les psychotropes doivent être évalués, puisque ce sont des médicaments, selon les mêmes modalités que les autres spécialités médicales, c'est-à-dire depuis les années 60 par l'essai clinique contrôlé. Dès lors, ce qui émerge, c'est l'idée d'une psychiatrie fondée sur la recherche clinique. Donc le problème, c'est que ce transfert de principes et de méthodes de la médecine vers la psychiatrie va réclamer quelques aménagements. Et notamment, ça va réclamer l'invention d'une classification diagnostique qui soit assez objective et assez précise, pour permettre aux chercheurs de composer des cohortes de patients homogènes, pour leur permettre d'évaluer de manière standardisée l'efficacité des traitements et pour leur permettre aussi de communiquer entre chercheurs. Donc c'est là que l'invention d'HDRS va prendre tout son sens, parce que Hamilton va justement utiliser les méthodes de la psychométrie classique afin de concevoir une échelle qui permet de standardiser et de quantifier l'évaluation subjective des symptômes dépressifs. Donc, je passe les détails, mais dans les années 1970 à 80, HDRS va devenir peu à peu le gold standard en recherche psychiatrique en tant que critère d'inclusion dans les essais, mais également comme critère d'évaluation et de comparaison des effets des antidépresseurs. Et comme je l'annonçais en introduction, aujourd'hui ce statut commence à être remis en question à mesure que paraissent des études qui mettent en évidence les biais d'HDRS. Donc, un peu trop en avance. Ces études visent à répondre à l'opinion selon laquelle les antidépresseurs, et notamment les antidépresseurs qu'on dit de 3e génération, qui sont aujourd'hui les plus prescrits, n'améliorent pas l'état des patients dépressifs.
Donc c'est une opinion qui va être partagée par de nombreux acteurs concernés par la dépression, que ce soit les patients, le public, les institutions et même certains professionnels de santé. Cette opinion s'appuie notamment sur une littérature scientifique qui est validée, qui montre l'inefficacité de certains antidépresseurs de troisième génération dans la dépression. Donc là, je vous ai cité une méta-analyse de Michael Sugarman et de ses collègues, qui a été publiée en 2014 et qui est assez représentative de cette littérature. En fait, c'est une méta-analyse qui va étudier l'efficacité comparée de la paroxétine et du placebo. En fait, la paroxétine, c'est un antidépresseur de troisième génération, c'est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, qui est commercialisé par GlaxoSmithKline sous le nom de Deroxate. Donc voilà, à l'issue de leur méta-analyse, l'auteur et ses collègues nous ont montré que d'une part la taille, ce qu'on appelle la taille d'effet, c'est-à-dire l'importance thérapeutique, l'importance de l'effet thérapeutique du médicament, de la paroxétine par rapport au placebo est négligeable. Voilà. Et d'autre part, les auteurs vont signaler également qu'une autre étude a montré que l'efficacité de la molécule sur les dépressions légères à modérées est, quant à elle, quasiment nulle. Et justement, si on s'intéresse si on va voir la littérature connexe à ces études qui sont citées, notamment l'étude STAR de 2010, qui portait sur l'efficacité des antidépresseurs en situation naturelle. On va apprendre qu'en moyenne, les patients qui consultent pour un épisode dépressif caractérisé, qu'il soit initial ou récurrent, et toutes spécialités confondues, ont une dépression dont la sévérité est modérée. Donc, puisque les antidépresseurs ne sont pas vraiment efficaces sur les dépressions, ne sont efficaces quasiment que sur les dépressions sévères, il est assez aisé de déduire de ces informations que dans la plupart des cas, les antidépresseurs sont inefficaces sur la dépression. Donc, néanmoins, quelques chercheurs vont tenter aujourd'hui de neutraliser cette conclusion en montrant qu'elle est fallacieuse parce qu'elle s'appuie sur une littérature qui est biaisée. En effet, d'après ces chercheurs, les mesures d'HDRS sont biaisées en faveur des antidépresseurs de première génération, qu'on appelle la classe des tricycliques, et qui sont plus prescrits justement en première intention parce qu'ils ont une toxicité qui est assez forte et comportent notamment un risque de décès en cas d'overdose, ce qui est un peu dommage dans le cas d'une dépression. Donc l'échelle comporte également un biais à l'encontre des antidépresseurs de troisième génération, qui sont ceux qui sont prescrits actuellement. Notamment deux classes de ces antidépresseurs, qui sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Alors, pour ce qui est des biais, en fait, les biais en faveur des antidépresseurs de première génération sont dus au fait que 6 des items d'HDRS, je ne sais pas si on voit très bien, sur 17 renvoient à des symptômes dépressifs sur lesquels agissent en priorité cette classe d'antidépresseurs. Donc, il s'agit des items relatifs au poids, 17, mais également au sommeil, les items 4, 5 et 6, relatifs à l'insomnie, et les items relatifs à l'anxiété, 10 et 11. Donc, d'après certains auteurs, c'est Hamilton lui-même qui aurait, pour ainsi dire, conçu son échelle en y intégrant un biais en faveur des tricycliques, parce qu'on connaissait déjà les caractéristiques des premiers antidépresseurs, et ce, afin de mettre en avant l'efficacité du traitement psychopharmacologique de la dépression.
J'avais signalé précédemment, qu'Hamilton était un partisan de la médicalisation de la psychiatrie. Il a d'ailleurs été à l'initiative de la création de l'Association britannique de psychopharmacologie. Donc cette hypothèse est peut-être plausible, mais à mon sens, il n'existe pas de preuves tangibles qui permettraient de la valider. Donc qu'il soit volontaire ou non, ce biais en faveur des antidépresseurs de première génération se traduit en pratique par le fait que HDRS donne des mesures favorables à ces médicaments. Donc ces mesures favorables peuvent conduire les chercheurs à surestimer la taille d'effet de ces médicaments et de leurs bénéfices thérapeutiques et à construire un profil bénéfice-risque qui est erroné. Donc deuxième type de biais, c'est le fait que les mesures d'HDRS données par HDRS sont également biaisées à l'encontre de certains antidépresseurs de troisième génération. Donc ça a encore à voir avec la conception d'HDRS, dans la mesure où 3 items de l'échelle sur 17 coïncident en fait avec les effets secondaires des antidépresseurs, de cette classe d'antidépresseurs. Donc il s'agit de l'item 12, symptômes somatiques gastro-intestinaux, l'item 14, symptômes génitaux, et des items 16 et 17, perte de lucidité et perte de poids. Donc ça se traduit en fait par le fait que lorsqu'HDRS est utilisé pour mesurer l'efficacité et les bénéfices d'un médicament, les mesures finales donnent à avoir une efficacité et un bénéfice parfois moindre, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques réelles de ces médicaments. Donc, par extension, ce biais limite arbitrairement l'éventail des possibilités thérapeutiques de la dépression. Justement, en effet, du fait de leur rapport bénéfice-risque défavorable et de leur efficacité douteuse, certains antidépresseurs se voient refuser l'accès au marché ou ne sont pas prescrits ou envisagés par les professionnels. Donc tout ça pour dire que les biais algorithmiques n'ont pas été inventés avec le machine learning. On voit ici que tout algorithme, aussi sommaire soit-il, peut comporter des biais, qui peuvent être des biais, comme on dit, cognitifs liés au concepteur, ou encore des biais statistiques qui sont liés aux données en entrée, qui ont été utilisées pour construire l'algorithme. Néanmoins, les biais dont je parle là n'ont jamais fait l'objet de la vigilance qu'on a aujourd'hui à l'égard des biais qui peuvent naître des algorithmes d'intelligence artificielle. De fait, les algorithmes dont je parle génèrent des informations biaisées sur lesquelles se fondent des décisions médicales, politiques, etc. Donc on sait que HDRS est biaisé, et en plus, la critique d'HDRS ne se limite pas à la mise en évidence des biais de cette échelle. Elle s'appuie également sur les principes et les méthodes de la psychométrie pour démontrer que HDRS n'est pas une échelle valide et n'a pas lieu de continuer à être utilisée par les chercheurs. Donc, pour le dire brièvement, on a découvert que HDRS était multidimensionnelle, ce qui signifie qu'elle mesure non seulement la sévérité de la dépression, mais également autre chose. Il y a autre chose qui est inclus dans la mesure et on ne sait pas vraiment ce qu'est cette autre chose. Donc elle a ce qu'on appelle en psychométrie un défaut de validité du construit. Et ça, pour la psychométrie moderne, c'est la validité de construit, c'est l'une des pierres de touche qui indique qu'une échelle est une bonne échelle ou pas, ou une mauvaise échelle. Donc en pratique, la conséquence principale de ce défaut, ça va être que HDRS fournit des mesures de la dépression qui sont erronées, donc qui ne correspondent pas au phénomène qu'elle essaie de mesurer en fait. Voilà. Et
Donc il existe néanmoins des alternatives à HDRS, mais elles ne sont pas utilisées, et HDRS continue d'être utilisé par les chercheurs comme instrument standard pour l'évaluation des résultats des essais cliniques. Et cela vient du fait, selon moi, que depuis les années 80, HDRS fait partie intégrante du cadre spéculatif et expérimental de la dépression. Plus précisément, elle va servir dans les études à assurer un diagnostic et un suivi standardisé de la dépression, à distinguer les traitements efficaces des traitements qui sont inefficaces et à discerner les effets de ces traitements pris isolément. Alors, par conséquent, si HDRS venait à être abandonné, ça rendrait caduques les résultats de la plupart des essais cliniques qui ont utilisé cette échelle, soit en fait aujourd'hui la majorité des essais portant sur la dépression, sur ces 40 dernières années. Ce serait évidemment problématique au regard de la continuité de la recherche, mais aussi au regard de l'avancement de carrière de certains chercheurs. Donc on peut toutefois imaginer que certains chercheurs accepteraient de se séparer de cette échelle parce que justement le traitement de la dépression est conditionné par l'utilisation d'instruments valides et donc d'après moi les acteurs qui sont les plus susceptibles de bloquer en fait le changement sont les laboratoires pharmaceutiques, dans la mesure où ceux-ci sont centraux dans la prise en charge de la dépression, non seulement parce qu'ils conçoivent les molécules antidépressives, mais également parce que ce sont souvent les principaux investigateurs de la plupart des essais cliniques, et l'une des parties qui est impliquée dans le transfert de données, des résultats de ces essais à la pratique médicale via notamment les autorisations de mise sur le marché ou les résumés de caractéristiques du produit qui sont transmises aux médecins et les notices patients qui sont transmises aux prescripteurs et aux patients. Et HDRS justement intervient dans la plupart des rôles qu'assume l'industrie pharmaceutique, lors des essais, lorsqu'elle organise des essais contrôlés, lorsqu'elle étaye l'efficacité des produits dans des dossiers scientifiques qui accompagnent les demandes d'autorisation de mise sur le marché. Et elle est utilisée aussi dans les documents auxquels ont accès médecins et patients. Or, si les résultats des essais cliniques portant sur l'efficacité des antidépresseurs sont frappés de nullité, c'est l'utilité de la plupart des médicaments prescrits qui peut être remise en question, et c'est par conséquent le risque d'une perte importante, voire d'une diminution des parts de marché pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc, dès lors, puisque les laboratoires ont la main mise sur les essais cliniques, il serait assez étonnant qu'HDRS disparaisse de sitôt. Donc voilà. Pour conclure, comme nous l'avons vu à travers l'exemple d'HDRS en recherche psychiatrique, si les biais algorithmiques ne datent pas d'hier, la vigilance à leur égale est quant à elle nouvelle. Elle est concomitante au battage médiatique qui accompagne le développement de l'algorithmique dans de nombreux domaines du savoir. Et elle a l'avantage de stimuler la recherche de garde-fous contre les biais pendant et après la conception des algorithmes. Tandis que, comme nous l'avons vu, le manque de publicité autour d'un algorithme qui est, lui, beaucoup moins récent, a permis à l'erreur de proliférer et même de corrompre le cadre spéculatif et expérimental de la dépression. Donc, en ce qui concerne les biais des algorithmes informatiques, pour l'heure, l'essentiel des solutions proposées le sont par des acteurs qui sont impliqués dans le développement informatique. Donc on peut parler de solutions pratiques telles que l'open source,
ou de solutions plus théoriques, comme le fait de compléter les informations à partir desquelles l'algorithme va faire des résultats, de choisir de redresser l'algorithme d'apprentissage ou encore de le rééchantillonner. Toutefois, à la différence des algorithmes sur lesquels j'ai travaillé, quantité de biais des algorithmes de machine learning passe inaperçue, parce que si l'analyse du fonctionnement interne des algorithmes que j'étudie est relativement facile à partir de quelques notions de biostatistique ou de psychométrie, c'est tout autre chose pour l'étude de l'analyse d'un réseau de neurones artificiels ou autre. Il est encore très délicat en fait, de comprendre le fonctionnement de ces algorithmes, de certains modèles algorithmiques, bien qu'on on comprenne en fait, les théories mathématiques sous-jacentes. En conséquence, il est assez difficile d'interpréter les règles de décision qui sont extraites des données simplement en étudiant les valeurs et les paramètres des algorithmes, enfin certains modèles algorithmiques. Donc l'intérêt de certaines solutions telles que l'open source que j'ai mentionné, ou d'autres solutions envisagées par les pouvoirs publics cette fois, qui sont le fait de publier les algorithmes, me semble un peu difficile à mettre en œuvre. Et d'autre part, dans le cas de ces algorithmes informatiques, des droits tels que le secret commercial ou la propriété des données personnelles vont s'opposer justement à la publication des algorithmes et à leur interprétation. Donc, pour conclure, la question des biais algorithmiques ressurgit aujourd'hui dans le contexte de la révolution numérique, mais ne se pose pas exactement dans les mêmes termes qu'il y a 10 ou 20 ans, car l'échelle est différente. Comme les instruments desquels émerge cette problématique, elle est beaucoup plus complexe et elle va faire intervenir beaucoup plus de paramètres. Et sa résolution induira nécessairement des changements conséquents au plan juridique, axiologique et sociaux. Et sa résolution doit, de fait, faire l'objet d'une réflexion assez conséquente et étendue. Donc, je vous remercie de votre attention.